Bien, nous allons donc commencer. Tout d'abord, je voudrais remercier Patrick Landman et les organisateurs d'avoir laissé une place aux associations d'usagers, de parents et à l'autisme. Bon, nous allons nous présenter brièvement. Je suis donc Patrick Sadoun, je suis père d'un jeune autiste de 33 ans, ce qui m'a amené à créer une association et à militer dans le domaine de l'autisme, c'est justement ce dont vous avez parlé, de ce refus d'une approche mécanique et déshumanisée de l'autisme. Bon, en particulier, c'est d'avoir vu, il y a de nombreuses années, des films sur la façon dont se passait la pratique à la mode de l'ABA. J'avais été assez horrifié et je ne voulais pas de ça pour mon enfant. Bon, je ne voulais pas de ça parce que pour moi, ce n'était pas une mécanique détraquée, ce n'était pas une personne à rééduquer, c'était un être humain en grande souffrance et dont on niait la souffrance psychique. Lorsque, par la suite, j'avais entendu Carlotti à la télé expliquer qu'on allait guérir un autisme sur 2 grâce à cette méthode utilisée de façon intensive et précoce, d'abord je trouvais que c'était du charlatanisme, je n'y croyais pas et ça m'a décidé à créer une association de parents, un regroupement d'associations de parents. Bon, avec d'autres, dont Mireille Battu, nous avons donc à ce moment-là créé le RAP, le Rassemblement pour une approche des autismes humaniste et pluriel. Voilà. Entre-temps, nous avons fait pas mal de choses. Nous avons écrit des textes, nous avons publié des livres, etc. Mais il n'empêche que la situation globale en France par rapport à l'autisme n'a pas énormément évolué dans la conception de ce qu'est l'autisme et de ce qu'est une personne autiste. Mireille. Oui, alors Mireille Battu, bonjour. Moi je suis mère de 2 enfants jumeaux, dont un qui est autiste. Et donc ils ont 13 ans et demi. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait on a été amené à élever la voix à peu près au même moment, alors même que nos enfants n'ont pas le même âge. C'est qu'il y a eu ce moment important autour de l'année, la grande cause nationale, où véritablement on a entendu un discours qui était extrêmement fort, extrêmement une injonction forte qui nous a fait dire non, c'est non, non. On ne veut pas de ça pour nos enfants, c'est pas comme ça que nous les considérons, c'est pas comme ça que nous les distinguons et que nous voyons leur insertion dans la vie sociale. Alors voilà, donc moi j'ai fondé la main à l'oreille, et puis la main à l'oreille a participé aussi au regroupement, au rassemblement du RAP. Donc peut-être on parlera tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que dans le premier texte que j'ai écrit et que j'ai publié, qui était une lettre ouverte à Madame Carlotti, je terminais en citant l'ouvrage de Philippe Marie Reliquet, qui parle de sa fille et qui s'appelle Écoutez Handel, et qui m'avait absolument saisie et bouleversée par sa beauté. Donc c'est tout à fait impressionnant qu'on se retrouve tous les 3 ensemble sur ce moment fondateur. Je me présente à mon tour, Philippe Reliquet. Mon enfant Garance a 23 ans, c'est-à-dire qu'elle a exactement 10 ans de moins que l'enfant de Patrick et 10 de plus que l'enfant de Mireille. Cet enfant est né donc il y a 23 ans. Plusieurs années après sa naissance, elle avait environ une douzaine d'années. Nous avons publié avec sa maman un ouvrage qui s'appelle Écoutez Handel, qui a eu la chance d'être publié par Gallimard dans la collection Connaissance dans l'inconscient, dirigée par Jean-Bertrand Pontalis.
Et ce livre était un ensemble d'observations, un portrait de notre fille, qui est fait à partir de nombreuses observations, les unes assez drôles et les autres assez tristes, comme ce que nous vivions et ce que nous vivons avec elle. Ceci m'a mis certainement en contact avec des analystes, dont certains sont ici, et quelques années après, j'ai participé à la création de Convergence Autisme Pluriel, avec notamment Patrick Landman, qui est à côté de nous ici, et Tristan Garcia-Fons, et ils ont eu la gentillesse, peut-être parce qu'ils pensaient que ce soit bien que ce soit un parent d'élève, un parent d'enfant qui soit président de l'association, ils faisaient la gentillesse de me nommer président, donc je suis ici aussi un peu en tant que président de cette association. Et les observations que nous faisons continuent, je vous en donnerai une ou deux dans mon intervention dans un instant. Et mon désir est de publier une sorte de suite à mon livre, ça s'appelait Écouter Handel, ce serait une sorte de suite handelienne, d'une plaisanterie pour les amateurs de musique, et parce que Handel a écrit beaucoup de suites, et pour me montrer en 10 ans ce qui a pu encore évoluer dans ce qu'on a observé et dans ce qu'est notre fille, Garance. Voilà. Bien. Alors oui, on s'est consultés tous les trois un petit peu, et c'est moi qui vais commencer. J'ai pris une formulation un petit peu provocante, en disant que ma fille n'est pas handicapée mentale. Je crois que ce terme et ce type d'intervention s'inscrit assez bien, je crois, dans la continuité de ce qui a été dit dans la journée aujourd'hui. J'ai relevé dans les interventions qui ont eu lieu, que j'ai trouvé très cohérente, très passionnante pour moi, parent d'enfant. C'est plus une enfant, c'est une jeune adulte. J'ai trouvé des mots qui correspondaient un peu à ce que je veux dire. En particulier ce qui insistait sur la singularité des gens avec qui nous vivons, avec qui nous travaillons et que nous cherchons à insérer dans la vie sociale. Et aussi l'idée qu'il fallait utiliser une langue naturelle et qu'il fallait ensuite la décrypter. Mais je vais parler avec mes mots, avec nos mots, ce ne sont pas des mots de psychanalystes. Et d'ailleurs, devant une assemblée de psychiatres, de psychanalystes que je révère et que je vénère, la parole d'un parent d'enfant est une parole qui est beaucoup plus humble et qui se limite à la transmission des observations qui ont été faites. Leur intérêt, c'est que ces observations sont faites de façon très continue. Je peux dire, on en parlait un instant, que dans les premières années de la vie, c'est presque 24 heures sur 24. Nos enfants, très souvent, ne dormaient pas ou dormaient très mal. Et il y avait donc une attention très grande à vivre avec eux. Et puis ensuite, la réitération des observations qu'on a faites leur a donné plus de poids. Et je crois qu'en tant que parent, évidemment, ces observations sont faites avec infiniment d'empathie. Cette empathie, elle s'explique très bien parce que la situation que nous connaissons, elle parle d'enfants qui sont hors normes. Ce mot a été utilisé dans un film récent qui nous a, je crois, tous intéressés. C'est un film qui est en partie fictionnel, en partie réaliste aussi, et beaucoup des expériences qui sont montrées, des moments très forts qui sont montrés, correspondent assez bien à ce que nous avons vécu les uns les autres. Et ce qu'on a vécu, c'est que, premièrement, on s'est trouvé face à des situations qu'on n'avait jamais envisagées. On a eu des réactions les uns les autres qui étaient certaines appropriées, les autres pas du tout, mais c'est normal, on était très pragmatiques. Ensuite, on s'est aperçu que ce qui avait commencé quand ils étaient très enfants, pour ma fille, c'était à peu près à l'âge de 1 an et demi, à peu près, pas vraiment avant. Mais là, on s'est aperçu d'une différence qui après apparaissait de façon de plus en plus nette, et on s'est dit qu'elle durerait toujours. Et cette impression que cette différence va durer, et elle ne va pas se soigner, qu'elle va durer, elle est très forte, et c'est une chose qui nous constitue beaucoup. Enfin, nous savons tous que nous ne sommes pas éternels, et l'inquiétude que nous avons pour nos enfants, c'est ce qui se passera après nous. Et il faut trouver une solution pour que, lorsque nous ne serons plus là, nos enfants, qui seront des jeunes adultes, puis des adultes, puissent avoir une forme de vie inscrite dans la société et non pas dans la ségrégation ou dans l'isolement. Dans la façon que nous avons d'appréhender nos enfants,
que je tends à appeler hors norme, pour chercher un mot qui me paraît possible. Le premier point, le premier problème qui m'a frappé, c'est celui de la nomination. Très souvent, nos enfants différents sont nommés d'une façon que je trouve personnellement insultante ou excluante, les deux en même temps, et qui correspond, à mon avis, à l'absence de prise en considération de personnalités et de comportements qui sont déconcertants, qui sont différents, mais qui ne justifient pas des dénominations aussi insultantes que celles qui ont été utilisées dans le passé. Autrefois, c'est un mot que je trouve intéressant d'ailleurs, on appelait ces gens différents des insensés. C'est un terme du 19e siècle, je crois surtout, et j'ai toujours été sensible à l'histoire de l'éducateur qui était, je crois, une sorte de simple infirmier, Poussin, je crois, qui a le premier désenchaîné des enfants, des jeunes gens, des enfants enfermés et enchaînés à l'époque révolutionnaire. C'était il y a longtemps. Ensuite, quelqu'un a cherché, à mon avis, à les regarder comme des êtres humains. C'est le docteur Itard, qui parle dans un livre qui est resté fameux et qui a été mis en scène avec beaucoup de sensibilité au cinéma par François Truffaut. C'est le docteur Itard qui donc cherche à faire échapper la condition d'enfant sauvage et de réinsérer l'enfant sauvage dans la société. On sait avec un succès très relatif, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup fasciné et à laquelle j'avais été introduite autrefois par le film de Truffaut. Ceci dit, les classifications, avec leur caractère terriblement provoquant ou très violent pour nous, ont duré très longtemps. Le 19e siècle, rationnel, on refaisait d'ailleurs la liste tout à l'heure, traitait par strates les personnes différentes, et notamment en les appelant des idiots, ce qui est un mot assez difficile à lire, ou bien des arriérés, ou bien des aliénés, donc jugés incurables, sans avenir, sans présence dans la société. Le terme aujourd'hui plus utilisé était donc celui, depuis assez longtemps maintenant, de handicapé mental. Je trouve que ce terme est un terme qui refuse l'inscription dans la vie normale, et je trouve que c'est un terme pas exclusif du tout. Notre thème, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est celui de l'inclusion ou de la non-inclusion. Et je commence à parler le premier parce qu'on s'est aperçu tous les trois que c'était ce thème de l'inclusion sur lequel on voulait réfléchir ensemble. Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce qui est illusoire et ce qui est quand même possible de concevoir. Je voudrais simplement, à partir de quelques observations, dire comment je considère, moi, que ma fille, notre fille, sa fille de sa maman et de moi, Garance, n'est pas une handicapée mentale, mais une personnalité dont le comportement, certes différent, possède des particularismes surprenants qui en font un sujet souffrant, désirant, ressentant, exprimant ses sentiments, capable de dépassement dans l'affirmation de ses talents qui existent et qui sont très forts, capable de création, d'inscription dans la société, sans être reclus et considéré négativement ou avec une sorte de suspicion, d'effroi ou de rejet, effroi et rejet qu'elle suscite parfois, que je comprends, je ne suis pas choqué qu'il y ait des réactions d'effroi, mais je pense qu'on doit pouvoir les dépasser. Nous avons, sa maman et moi, été très tôt frappés par les qualités très rares qui, à travers son propre comportement personnel, nous ont surpris et donné à réfléchir, souvent à se réjouir, parfois même à s'enthousiasmer. Il y a beaucoup d'exemples, et le livre que j'ai écrit, ou celui que je voudrais écrire, si j'arrive à le faire avec sa maman, sont très nombreux. Je vais en prendre deux qui montrent un peu le comportement de Garance. Je ne sais pas si on a mis la photo qui peut... Elle est arrivée, d'accord. Voilà comment elle est. Cette photo, elle est à l'écoute. Quand elle téléphone, vous voyez, avec le téléphone portable, c'est pas le sien, elle n'en a pas, mais elle pourra en avoir. Et vous voyez quelle capacité d'attention cette photographie, parmi d'autres, montre. Donc, c'est le premier sens sur lequel je voudrais insister, c'est celui de l'observation de Garance, qui a une mémoire assez sélective, mais très, très précise, et qui l'amène à réagir de façon qui nous a souvent surpris. Depuis quelque temps, depuis 4 ans en fait, elle est dans un foyer d'accueil médicalisé, qui d'ailleurs, je peux le citer, s'appelle le foyer Simone Veil, qui a été créé par la ville de Paris et qui est à côté du métro Convention dans l'ancien hôpital Saint-Michel. Donc une semaine, elle est en internat dans ce foyer, c'est-à-dire qu'elle y est
les 4 premiers jours de la semaine, on reprend le week-end. Et l'autre semaine, elle est en externat et elle est le soir à la maison. La semaine où elle est en internat, il nous arrive de nous échapper. Sa maman, son jeune frère, elle a un frère qui a 6 ans de moins qu'elle, et moi, et on en profite pour faire un petit voyage à 3, ça nous arrive à peu près une fois par an. Évidemment, c'est assez sympathique tous les 3, et sans doute pour ne pas la perturber, pour ne pas lui déplaire, pour ne pas la tourmenter, on ne lui en parle pas, et on s'arrange pour rentrer, en général, juste à temps, pour la reprendre au foyer et qu'on la retrouve après. Mais la dernière fois, on n'en a pas parlé, on est allé comme ça, donc en quelque sorte incognito. Et on revenait de Corse, on est allé faire un petit voyage de quelques jours en Corse, d'ailleurs entre 2 moments de Covid et de confinement. Quand Garance est entrée dans l'appartement, elle a, de façon tout à fait imprévue, noté un certain nombre de signes qui rompent avec ce qu'elle voit habituellement. C'était un vendredi, donc on est parti un lundi matin, on rentre le vendredi après-midi. Et il se trouve que je suis dans un quartier qui est à côté d'un marché, donc le vendredi, je fais des courses au marché. Et pratiquement, c'est l'habitude que j'ai, j'achète des fleurs que je mets sur la table. Il n'y avait pas de fleurs. Première chose qu'elle observe, il n'y a pas de fleurs dans la maison. Deuxième chose, j'achète en général des plats qu'elle aime bien. Il y a un jambon à l'os qui est très bon, qu'elle aime bien, pas de jambon. Mais j'en avais acheté un autre en Corse qui a un goût poivré. Dès qu'elle a goûté le jambon, elle a dit c'est pas le jambon habituel, ça il n'y a pas de problème. Et puis j'achète aussi ce qu'elle appelle des yaourts normands, je ne sais pas pourquoi elle les appelle comme ça, mais qui sont très onctueux, qu'elle aime bien, pas des yaourts normands. Donc 3 signes assez précis qui montraient que quelque chose s'était passé et qui n'était pas normal. Plus précisément, ça nous avait beaucoup surpris, comment on avait pris l'avion, pour gagner du temps, on met les bagages, son bagage accompagné, avec nous dans la cabine, donc on n'a pas le droit d'emporter des parfums. Donc on prend des échantillons. Comme ce sont des échantillons, ce ne sont pas les parfums habituels. La première chose qu'elle a faite en embrassant sa maman, mais ce n'est pas le parfum habituel. C'était un échantillon. C'est-à-dire qu'elle a un odorat si fin, si développé, si précis, que tout de suite elle le remarque. On le cite, je crois, dans notre livre, mais dans notre appartement, il y a un ascenseur. Les ascenseurs conservent très bien les parfums des gens qui passent, ou leurs odeurs. Eh bien, elle dit, c'est le parfum de Madame Intel. Et moi, je ne le sens pas du tout. Parfois, je le perçois en général pas. Je n'ai pas un odorat ni très développé, ni pas développé. Mais elle, c'est immédiat. Elle ne se trompe jamais de parfum. Et si je change de parfum, ou si sa maman change de parfum, elle le repère instantanément. Si je n'en mets pas aussi, etc. Donc, vous voyez, un ensemble de signes très précis qui montrent qu'elle s'était rendue compte que quelque chose d'anormal s'était passé. Je peux prendre la comparaison d'un couple dans lequel quelqu'un a une liaison. Il y a un signe qui montre que vous avez une liaison. Vous avez un cheveu sur le col de chemise, je ne sais pas quoi, une trace de rouge à lèvres, des choses célèbres de Fédo, de n'importe qui. Et elle a tous les signes pour dire vous vous êtes absenté quelques jours. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu les signes, mais qu'elle n'en a pas déduit que nous étions absentés. Elle ne peut pas l'imaginer, ou en tout cas, elle ne peut pas l'admettre. Normalement, elle n'est pas là, nous sommes restés à la même place, nous n'avons pas bougé, nous avons mangé les choses habituelles, et on se retrouve exactement à l'endroit où elle nous a quittés de la façon dans laquelle nous étions avant qu'elle nous quitte. Ça prouve donc, peut-être neurologiquement, je ne sais pas, elle perçoit tout, mais elle ne déduit pas exactement comme nous. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui me frappe le plus, c'est l'intensité de ses sensations. Elle ressent extrêmement profondément. Je vais citer un autre exemple. Je pourrais passer la nuit à vous en citer, parce que c'est passionnant. Il n'y a pas de jour où je ne note pas quelque chose d'extraordinaire. L'autre exemple, c'est son aptitude à l'écoute. Alors, je vais montrer sur la gourmandise, je vais montrer une photo. Alors, je ne sais pas si j'appuie là. Voilà. Voilà, ça c'est un autre détail, mais quand elle revient le vendredi, c'est assez difficile de la recevoir. Donc un jour, je lui ai dit, bah, écoute, je vais manger des pâtes avec toi. Et il y a un endroit, un restaurant dans la rue Vavin, elle appelle ça les pâtes à Vavin. Donc on va forcément le samedi matin manger des pâtes à Vavin. Et vous voyez avec quelle attention elle discute une énorme assiette de pâtes, mais ça, c'est le plaisir de revenir à la maison et du sens de la gourmandise qui est très très développé chez elle. L'autre exemple, en tout cas, c'est plutôt celui de l'écoute dont je voulais parler, et notamment de l'écoute de la musique.
Donc tous ces sens sont très développés, le goût, comme je le dis, le toucher, ça c'est très connu chez les autistes. Si j'ai un pantalon de velours, elle le caresse immédiatement parce que la sensation lui est très agréable. L'odorat, j'en ai parlé. Et alors, le point qui m'intéresse à l'instant, c'est l'ouïe. Elle a une ouïe très fine, je l'ai dû le lui dire une fois, et depuis, elle me répète toujours, j'ai l'ouïe très fine, ce qui est très exact. Et de cette qualité auditive, je pense qu'elle dispose d'une voix juste, elle chante juste, très juste, beaucoup mieux que moi par exemple, et elle a aussi une grande capacité à reproduire les sons. Elle entend une mélodie, elle peut la reproduire exactement, intégralement, non seulement dans l'instant qui suit, mais même ultérieurement. Elle a aussi une capacité à chanter, elle a beaucoup de peine à placer sa voix, mais elle peut chanter assez bien. Donc, nous avons décidé de travailler avec elle sur le chant. Depuis longtemps, elle a toujours participé des petites chorales, phénomène sociabilisant qui est efficace, mais on l'a mise dans une chorale plus contraignante, plus professionnelle, et le travail est assez contraignant. Il faut placer sa voix, il faut faire des vocalises, il faut apprendre à chanter à plusieurs, avec différentes tonalités, et entrer dans des chœurs exigeants. Une chorale qui s'appelle les Vives Voix, dirigée par une dame qui est une mezzo-soprane, réunit comme ça des enfants différents qui viennent par petits camions de différentes IME ou de différents lieux. J'ai assisté longtemps à ça parce que cette chorale a cherché à monter une adaptation de la Traviata de Verdi, avec des professionnels pour chanter les rôles principaux, Traviata, Germont, Alfredo, etc. Et les chœurs étaient faits par des enfants comme Garance, comme des enfants comme ça. Et vous voyez arriver ces enfants dans des conditions qui étaient assez impressionnantes. Quand vous arrivez 7 ou 8 ans à la fois, sortant d'un camion, assez hagards, moi j'étais là en tant qu'accompagnant, ils se précipitent sur vous, ils sont assez tactiles, c'est assez impressionnant. Et c'est un désordre énorme. Et la femme qui dirige ça, Catherine Bonny, pour ne pas la nommer, réussissait à les mettre en cercle autour d'elle. Ils étaient nombreux, ils étaient plusieurs dizaines. À les calmer, à les faire des vocalises et à chanter ensemble avec des chœurs à plusieurs voix. Les chœurs de la Traviata, contrairement à ce qu'on peut croire, sont assez difficiles. C'est pas du tout facile à chanter. Et j'ai assisté plusieurs fois à des répétitions où à la fin d'une répétition, après disons 20 minutes, une demi-heure, ils se rendaient compte qu'ils produisaient quelque chose d'harmonieux et d'efficace et ils s'applaudissaient eux-mêmes avec un moment de satisfaction qui était extrêmement impressionnant. Et ça a été une expérience qui s'est très très bien réalisée. Et ça remonte à 4 ou 5 ans maintenant, et que nous cherchons à prolonger par des cours réguliers. Alors, à cause du confinement, ça a été des cours par vidéo, qu'on a fait toutes les semaines, pendant lesquelles elle continue à progresser, et elle obtient donc des vraies satisfactions, d'abord de chanter, d'être heureuse, et ensuite de participer à un chœur collectif qui se produit, qui se produit pratiquement une fois ou deux par an, devant un public. Pour celui à Traviata, c'était dans un théâtre, le théâtre des Variétés, qui est en face du musée Grévin à Paris. Et c'est plusieurs soirées qui ont eu un succès qui dépassait celui des cadres, des familiers, des parents, qui étaient évidemment très heureux de ce résultat. Mais beaucoup de gens sont venus, qui étaient des gens qui aimaient l'opéra ou qui étaient intéressés par le sujet et qui ont été surpris de la prestation accomplie. Et ce qui m'a intéressé, c'est que Garance elle-même a compris qu'elle avait produit quelque chose qui était vraiment quelque chose de réussi. Et ça a été, elle est sortie un jour comme une personne, comme une star sortant par les coulisses, par l'entrée des artistes, et elle était devenue une artiste. Je crois que elle a, dans cette expérience, elle n'a pas été considérée comme une handicapée, même valeureuse, mais comme un sujet, une interprète, dominant les difficultés de pouvoir être une interprète, offrant une prestation intéressante pour la société. Ce n'était pas à ce moment-là une handicapée mentale, mais c'était une sorte d'autiste-artiste, au fond, comme tout le monde. Et c'était ça ce qu'on désirait pour elle. Ensuite, je pense que c'est la question qu'on voulait aborder, et par laquelle je termine. Je pense que c'est un exemple d'inclusion. Ce n'est pas
c'est un travail continu, un travail exigeant. Il y a une maîtresse de chant, il y a des accompagnants, il y a des éducateurs qui sont avec les gens autistes parce qu'ils ne sont pas toujours très faciles à structurer, à coordonner. Et il y a un ensemble d'événements, parfois qui sont maladroits, et parfois il y a des erreurs, et parfois je trouve que ce sont de véritables exploits. Garance comprend très bien le parcours qu'elle fait. Il lui arrive de le contester, il lui arrive de dire « j'ai pas envie de le faire aujourd'hui », de dire des gros mots, etc., de dire toutes sortes de choses qui vont faire que ça ne fonctionne pas. Mais à d'autres moments, au contraire, elle est extrêmement heureuse et épanouie. Et elle réclame ces séances-là. Et si elles lui manquent, si elles ne viennent pas, avec des histoires de vidéos, c'est pas toujours été simple, eh bien, elle le fait quand même. Ce qui fait que, en fait, à travers ces deux expériences, je vais vous montrer que, comme tout participant dans la société d'un effort créateur, c'est pas parfait, mais c'est un épanouissement. Garance est, je crois, un sujet comme les autres, parmi les autres. Et je voulais vous montrer une dernière photo, si j'arrive à mettre ça. Je ne sais pas faire marcher ce truc. Voilà, la flèche arrive, voilà. Voilà comment je la vois, et voilà peut-être un exemple de ce qu'une forme d'inclusion peut manifester. Voilà. Merci. Merci Philippe. Je propose qu'on passe maintenant au témoignage de Mireille sur son fils Louis et qu'on intervienne ensuite après les trois interventions. Vu l'heure tardive, Mireille. Oui. Alors l'inclusion, oui, c'est... Alors mon fils étant un petit peu plus jeune, c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment pour moi, je me la représente comme un peu une sorte d'Himalaya. Et du coup, je vais vous proposer une intervention en deux parties. Il y a deux versants, hein. Il y a un versant et l'autre. Le premier qui est notre versant à nous, l'envers de l'inclusion quelque part. Et je l'appelle le verlan, l'inclusion, parce que c'est nos mots à nous. Et puis l'autre, qui va être l'endroit. Et s'agissant d'endroit, on parle souvent de l'école. Et pour l'instant, autant que je puisse le percevoir, le maître de l'inclusion n'est pas à l'école. Donc voilà, ce sera les deux éléments de mon témoignage. Alors, tout d'abord, ça commence par... on ne se pose pas ce type de questions. Hein. Donc, comme je l'indiquais, deux enfants jumeaux. Et la première chose qui est apparue, c'était une forme de divergence. Et il y a eu un moment, alors je l'ai vu à travers les yeux de Georges aussi, c'est-à-dire la divergence que Georges observait chez son frère, mais qu'il n'a pas observé tout de suite. Ce qui fait que j'ai gardé vraiment en mémoire très fortement un jour où il arrive, il me dit « Maman, Louis a rêvé qu'il mangeait des carottes, et puis il s'est endormi, comme le lapin Flappy. » C'est le lapin du Ménage enchanté. Alors je lui dis « Mais enfin, c'est toi qui as rêvé ?»« Ah non, 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 c'est Louis qui a rêvé, puisque c'est le rêve de Louis. » Logique. Alors, c'est une époque où Georges faisait parler ses peluches. Il y avait toute une série. Et puis, il fait parler ses peluches, et puis à un moment donné, il se retourne, et puis il dit « Mais pourquoi Louis ne parle pas ?» On sent bien naître progressivement, depuis la certitude initiale, l'évolution vers un questionnement un peu angoissant. Et il y a un moment où il essaye de se représenter dans la tête de Louis, et il remarque que Louis a des formes de sensorialité que lui n'a pas. Donc il essaye d'accéder aux formes de sensorialité de son frère. Alors il se met sous la couette, comme fait son frère, puis il essaye de faire le fantôme, il essaye de voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça... Voilà. Et voilà, au fur et à mesure que les choses avancent, il y a un moment où l'évidence est là, et c'est à peu près le moment de l'entrée en maternelle. Hein, donc elle finit par s'imposer. Et j'ai assumé cette distinction. Je les ai appelés, je les ai nommés finalement, hein, mes jumeaux très distingués.
Parce qu'il fallait d'une part, c'est mon sens, ne pas faire supporter une assimilation forcée à Louis si ce n'était pas ce qu'il était, et d'autre part, alléger Georges du poids que ça pouvait représenter. Donc le fait qu'ils étaient vraiment distingués, m'a semblé absolument essentiel pour que chacun puisse trouver sa place. Donc la distinction, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Pardon? Faux jumeaux. Tout à fait, ça aide. Ça aide et c'est très important. Donc ils sont nés ensemble, mais ils sont frères. Ils sont, voilà. Et d'ailleurs, cette distinction a une importance physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'une tête d'écart entre les deux, et je pense qu'il y a un petit peu plus que du simple physiologique ou biologique derrière ça. Enfin, je suis prête à aller assez loin, y compris dans le sens où, au moins pour l'un des deux, c'est extrêmement important de se différencier. Alors, en ce qui concerne ensuite l'évolution, il y a la question de... Puisque je suis sur la question de l'intégration et de l'inclusion. Quand est-ce qu'on manifeste un désir qui est un désir d'être en société, de faire quelque chose ensemble? Et donc, là, je vous donne un deuxième moment qui était le feu d'artifice à Toulon, le 15 août, enfin, qui est une grande tradition. C'est vrai qu'on voyait ça de nos fenêtres, et puis un jour, Georges, il dit, bah, moi, je veux y aller, quoi. Bon. Et on dit, mais ok, tu vas y aller, oui, on va avec la famille, mais avec Louis, ça va être un peu compliqué. Parce que Louis, dans une foule, il se perd, il s'échappe, il ne peut pas tenir. Donc on se dit, non, ben voilà, nous, moi je vais rester, je vais le garder, et puis on le regardera des fenêtres. Mais à un moment donné, Louis, il voit les préparatifs, il dit, je veux y aller. Il manifeste qu'il veut y aller lui aussi. Et donc nous avons pris la décision d'y aller ensemble. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, c'est que Louis a ressenti le mouvement de la foule dans une forme d'unisson. Il y avait quelque chose de rythmé dans le fait qu'on y allait à pied et puis les gens avançaient de façon... finalement, ils savaient où ils allaient, hein, comme un trajet de manifestation. Et j'ai ressenti que ça lui allait bien et qu'il aimait ça à sa main, quoi. Enfin, on le sent quand on prend sa main. Et ça... Alors qu'il y avait Georges qui voulait aller en avant, Louis, il était dans l'unisson. Il était dans quelque chose de musical, finalement. Alors, par ailleurs, Louis aime la musique, hein, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse, là, c'est qu'il s'est passé plusieurs temps. À un moment donné, donc on est arrivé au lieu de la manifestation et on dit, bon, on va se mettre là. Et à partir du moment où on s'est arrêté, où il y avait plus de mouvement autour, il a commencé à se sentir inquiet. Et étant inquiet, forcément, je vois que ça va assez rapidement dégénérer, qu'il va filer, et je lui dis, bon, on rentre si tu veux. Donc on fait le mouvement pour rentrer, donc on repart dans l'autre sens. Et là, il était tout content, parce qu'il pouvait aussi me montrer qu'il connaissait le chemin. Qu'il savait très très bien comment rentrer à la maison. Et qu'il allait me montrer à moi comment rentrer. Bon. Sauf qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, on manquait de tourner, et puis le feu d'artifice a commencé. Il s'est retourné, et dès qu'il a vu le feu d'artifice, alors là, il a voulu retourner au lieu du feu d'artifice. Et non seulement, au moment où on le voyait très bien, je lui propose qu'on s'arrête, il dit non, 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 non. Il voulait retourner là où était le reste de la famille. Et donc, il a vraiment manifesté à ce moment-là le désir d'être avec les autres. Et moi, je trouve ça très enseignant parce que, d'abord, il a fallu qu'il le demande, hein, et d'autre part, en fait, il a voulu se rassembler avec les autres, pas pour les autres, mais par le fait qu'il y avait quelque chose à voir ensemble. Une fois, donc troisième petit enseignement,
Donc vous voyez bien que bon, la personnalité de Louis, c'est essentiellement de s'accrocher aux adultes et d'être totalement indifférent aux autres enfants. Bon. Alors quand on va parler d'inclusion, c'est pas forcément évident avec ce type de profil. Ce qui fait que, a priori, je ne m'attendais pas, enfin voilà, à ce qu'un sport collectif puisse lui convenir. Franchement, bon. Alors c'est pour ça que le jour où on m'a proposé le rugby, eh ben, c'était tellement éloigné que bon, on ne pouvait qu'accepter. Et donc on a accepté. Et donc tous les samedis matin, on va au rugby, c'est du sport adapté. Et en arrivant, pratiquement aucun de ces enfants n'avait l'esprit collectif. Et une partie d'entre eux étaient très inquiets, en fait, où on sentait, enfin, d'ailleurs, des différences, chacun avec une différence. Hein. Il y avait ceux pour qui c'était quelque chose encore qu'on allait leur demander, et donc enfin, un réflexe de se protéger. Et puis les autres, un petit peu comme Louis, qui partent dans tous les... Parce que dès qu'il n'y a pas de limite, un grand terrain, c'est fait pour s'échapper. Et donc, avec tous ces profils différents, forcément, ce n'était pas très, très évident. Et ce qui est très intéressant, c'est comment, petit à petit, une équipe s'est constituée avec des enfants aussi différents que ça, qui n'étaient pas du tout prévus pour vivre une expérience collective. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que ça passe par des répétitions de choses qu'on fait ensemble. C'est-à-dire, on fait la chenille, on fait le crabe, on fait... Enfin, il y a tout un tas de figures. Hein. Au fur et à mesure, on se les répète et on le fait ensemble. Et c'est les corps qui sont impliqués. Cependant, s'agissant de Louis, ça reste encore quelque chose de difficile. Parce qu'il a une certaine tendance à vouloir aller en avant comme ça. Et on a trouvé une solution. C'est que c'est lui qui met en place le terrain. Donc il met en place les plots et il délimite le terrain. Et à partir du moment où c'est en tant que maître du terrain qu'il a délimité le terrain, eh ben, le jeu peut se dérouler. J'en viens donc à la deuxième partie de mon exposé, qui est celle de l'endroit, à savoir comment l'endroit de la norme, hein, comment nos enfants sont accueillis avec... de la face, enfin, comme ils sont. Hein. Bon, eh ben, c'est autour du terrain que, d'ailleurs, en tant que parents, on a commencé à s'échanger et qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de nos enfants allaient rapidement se trouver sans solution, sans accueil, sans lieu. Donc, par exemple, aujourd'hui, Enzo, qui est un des joueurs qui a 12 ans, il a définitivement quitté l'hôpital de jour et il est à la maison sans solution. Quant à Louis, à 15 ans, il sera sans rien. Donc on a constitué un collectif. Intéressant parce que la notion de collectif, c'est transporter des enfants vers nous, les parents. Et autour du terrain, il y a aussi ça qui se passe. Et donc ce collectif, on a sollicité l'ARS et on a été reçu par l'ARS. En tant que collectif, et donc on espère que quelque chose va commencer à se construire de cette façon. Alors on s'est dit qu'on allait se revoir, on va les revoir bientôt. Bon, pour l'instant, les résultats ne sont pas là, hein, parce qu'on a beau torturer les choses dans tous les sens. Il existe ce qu'on appelle les zéros sans solution, et il existe plein de dispositifs, mais qui sont eux-mêmes débordés, vu le nombre d'enfants et d'adolescents, et ensuite d'adultes sans solution. Donc, on a un gros chantier devant nous, mais surtout, une chose qui m'a fait très, très frémir, vraiment frémir, c'est en travaillant les dossiers pour préparer tout ça, bon, je me rends compte que la politique dite de la société inclusive telle qu'elle est conçue aujourd'hui, qui veut rayer la notion d'établissement de la carte, elle conduit à ce que, pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, la solution, c'est l'inclusion
à la maison. Voilà. Et quand vous lisez ça dans un texte avec des instructions, je vous assure que ça fait froid dans le dos. Enfin, comment peut-on arriver à écrire qu'on va faire la société inclusive à la maison? Alors, vraiment, là-dessus, je pense qu'on peut... C'est pour ça que la question de travailler sur qu'est-ce que c'est que faire société, c'est pour ça qu'elle est aussi importante. On ne peut pas laisser dire et laisser faire que l'inclusion, c'est être servi par des prestataires à domicile. Même si ça en fait partie. Il y a plein de choses très bien. Du répit, mettre en place des dispositifs où on va avoir l'accès à des praticiens qui vont se concerter, etc. Mais encore faut-il que ça fonctionne avec véritablement de la concertation, de l'interdisciplinarité, enfin voilà, qu'il y ait de l'institution finalement quelque part. Hein, voilà. Et je termine par le maître de l'inclusion n'est pas à l'école. Quand la dernière fois j'arrive à l'établissement de Louis, il a encore cette chance-là. Il est à la Fondation Vallée, il est en internat la semaine et il rentre à la maison le week-end. Et donc on discute sur comment s'est passée la semaine. Et l'équipe me dit « Ouh là là, il s'est beaucoup dispersé cette semaine, parce qu'il y avait eu... » Mais on pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Alors je dis « Tiens, ça veut dire qu'il n'est pas indifférent aux nouveaux. » Ça, c'est une évolution intéressante. Alors on en discute et on se dit « Tiens, si Louis devenait le maître de cérémonie, par exemple, qu'il irait servir le repas, qu'il accueillerait ses petits camarades, peut-être que ça a marché. Ça a marché. Et c'est pour ça que je dis que, finalement, il a été le maître de l'inclusion. Est-ce que l'école saura un jour proposer, accepter de se transformer pour que des enfants handicapés puissent faire ça? Et que tout le monde en profite au final. Voilà. Merci Mireille pour ce témoignage sur Louis et tes réflexions sur l'inclusion. L'inclusion, bon, vous savez, c'est le mot à la mode dans tous les domaines. Derrière ce mot à la mode, il y a souvent des failles, des carences énormes et des enfants qui ne sont pas pris en charge. Il faudrait d'ailleurs aussi un jour que ce qui est fait dans ce domaine de l'inclusion soit évalué, c'est-à-dire que ces politiques qui amènent tous les enfants à aller à l'école ordinaire, qu'on évalue avec lesquels ça a marché, avec combien ça a marché, avec combien ont pu aller au-delà de la maternelle, du CP, combien ont pu passer ensuite au collège, hein, avec lesquels ça marche, avec lesquels ça ne marche pas, quels sont les prérequis pour pouvoir supporter une salle de classe, pour pouvoir supporter le bruit d'une cour de récréation, bon, etc. Parce que là, on case nos enfants à l'école ordinaire, sous prétexte d'égalité des chances, sous prétexte que tout le monde doit avoir le même parcours, les mêmes chances, etc. C'est aussi une façon de gommer les différences. Bon. Et la société actuelle a vraiment tendance à gommer toutes les différences. Bien. Donc, cette question de l'inclusion et de l'évaluation de l'inclusion me permet aussi de faire la transition vers mon intervention, qui là n'est pas un témoignage personnel, j'en ai déjà fait beaucoup sur mon fils Boris, c'est plutôt par rapport au travail qu'on fait au RAP auprès des institutions, justement autour de cette question de l'évaluation des pratiques de soins.
Les recommandations de la HAS et de l'ANESM de 2012 pour les enfants et adolescents autistes avaient été un véritable traumatisme pour les professionnels qui accompagnaient les personnes autistes en s'inspirant de la psychanalyse. Du jour au lendemain, leur approche de l'autisme a été estampillée non recommandée, car non consensuelle et non prouvée scientifiquement. Confrontés à cette exigence de preuves scientifiques, beaucoup s'étaient arc-boutés sur une critique, certes très bien argumentée, de la médecine fondée sur les preuves. La psychanalyse, pour laquelle chaque cas est unique, ne se prêterait pas à l'étude de cohorte. Un être humain ne saurait être mis en équation et l'essentiel de ce qui fait notre humanité ne saurait non plus être quantifié. On présentait l'exigence de preuve des pouvoirs publics comme le symptôme d'une société libérale qui place les chiffres, la rapidité et l'efficacité au-dessus de tout. Ce faisant, les psychanalystes ont grandement facilité la tâche de ceux qui veulent les éliminer du champ de l'autisme afin de prendre leur place. En participant à l'élaboration de ce qui s'appelait encore le 4e plan autisme, j'ai vite compris que cette posture était intenable et aussi que l'exigence de qualité était tout à fait légitime. Même si c'est très loin d'être suffisant, les pouvoirs publics dépensent chaque année des sommes considérables pour la prise en charge de l'autisme et il leur est indispensable de disposer de critères de qualité pour choisir quel projet financer. Nous sommes tous des contribuables, nous sommes tous également des usagers des systèmes de santé et la bonne gestion des budgets nous concerne tous. Cependant, le problème avec l'autisme, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Rien de véritablement probant n'a encore été trouvé sur ces causes. Aucune méthode ne peut non plus prétendre guérir ce trouble. Pendant des années, les promoteurs de l'ABA ont fait croire au pouvoir public qu'avec leur méthode, utilisée de manière intensive et précoce, on pouvait sortir de l'autisme un autiste sur 2. 28 centres expérimentaux avaient été alors financés par l'État à grands frais. Le bilan, qui a été établi en 2016, avait été une douche froide pour les financeurs et les adeptes de l'ABA. Pour des coûts 2 à 4 fois supérieurs aux autres établissements. Les résultats de ces centres pilotes étaient bien loin d'être meilleurs. Depuis lors, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'on les avait trompés avec ces promesses démagogiques. Mais, comme il leur faut bien un critère pour valider leur choix, ils se cramponnent sur le seul texte officiel à leur disposition, les recommandations de la HAS et de l'ANESM de 2012. Pourtant, ces dernières années, quelques psychiatres et psychanalystes ont accepté de jouer le jeu des contraintes de la recherche scientifique. Et ils ont pu démontrer l'utilité de leur approche avec l'autisme. Je veux parler plus particulièrement des travaux de Graciela Crespin avec l'association Préau, de ceux de Jean-Michel et Monique Turin, de ceux de Marie-Christine Laznick, ainsi que de la recherche PREPS. Je pense aussi à l'évaluation des 3I, pilotée par Patrick Landman, même si cette approche développementale ne s'inspire pas directement de la psychanalyse. Malheureusement, ces résultats, pourtant validés par certains dans des revues scientifiques internationales comme PLOS ONE, n'ont pas changé l'attitude foncièrement hostile à la psychanalyse des administrations. Le verrou des recommandations de 2012 fonctionne encore. Et en attendant leur révision, en espérant qu'elle sera positive, ce qui n'est pas garanti d'avance, je me suis dit qu'il fallait offrir aux décideurs une alternative à leur monopole. C'est le sens des propositions d'indicateurs et de critères de qualité que j'avais présentées au nom du RAP au ministère de la Santé en 2017 pour le 4e plan autisme.
J'ai à nouveau soutenu ces propositions auprès de la HAS en 2019 et 2020 à l'occasion de l'élaboration des recommandations sur l'évaluation. La HAS m'y avait nommé comme expert, mais n'a rien fait de mes propositions. C'est dommage. Je persiste à penser que pour les établissements qui accueillent les personnes autistes, ces indicateurs de qualité sont faciles à mettre en œuvre, peu coûteux et fiables. Autant il est difficile d'évaluer la qualité des soins d'un psy qui ne travaille qu'en libéral et avec un seul patient à la fois, autant les établissements pour autistes se prêtent aisément à l'évaluation. En effet, les familles savent toutes combien c'est difficile d'avoir une place en institution. Et quand elles y sont parvenues, elles prennent rarement le risque de la perdre. Les personnes accueillies y restent donc de nombreuses années, ce qui est, pour les statisticiens, une situation très favorable au suivi de cohortes. Voici donc le rapport que j'avais présenté au ministère de la Santé, puis à la HAS. La bientraitance est le souci constant de tout parent qui confie un proche vulnérable à une institution. Comment s'assurer de la qualité des interventions? Les beaux discours et les références théoriques à une approche plutôt qu'une autre ne sont jamais une garantie de bonne pratique sur le terrain. Il ne faut pas confondre conformité à une norme et qualité. Chacun peut d'ailleurs mettre en avant de nombreux témoignages, articles de presse, enquêtes, rapports officiels qui discréditent les approches qui ne lui plaisent pas. C'est pourquoi il nous semble indispensable de laisser à côté les a priori idéologiques pour rechercher plutôt, avec pragmatisme, des indicateurs simples et facilement quantifiables du bon fonctionnement d'un établissement. Comment se traduit le bien-être chez une personne autiste? Elle a moins besoin de se replier sur elle-même, de s'isoler des autres, de se décharger de son trop-plein de tension par des stéréotypies ou par des passages à l'acte, d'avoir recours à des tranquillisants. Dans un établissement de qualité, on devrait donc, à population constante, d'une année sur l'autre, constater une diminution des passages à l'acte des usagers comme du personnel, des immobilisations sous contrainte, des recours aux chambres dites d'apaisement, des prescriptions de psychotropes, des hospitalisations en psychiatrie et des exclusions de ceux que l'on n'arrive pas à contenir. Ce sont là des données très facilement quantifiables, à condition bien sûr que les établissements soient tenus de bien noter tous ces incidents sur un registre numéroté. Ce document devrait être accessible, sous engagement de respecter le secret médical, au président de l'association gestionnaire ainsi qu'au président du CVS. Par ailleurs, dans les contrats de travail, devrait être clairement mentionné que toute absence de signalement pourrait être considérée comme une faute professionnelle lourde. Enfin, chaque incident devrait être suivi dans un délai raisonnable d'une réunion d'analyse des pratiques. On en arrive ainsi tout naturellement aux indices de qualité suivants. Il s'agit d'évaluer d'une année sur l'autre et à population constante l'évolution 1. Des actes de violence entre usagers, du personnel sur un usager, d'un usager sur un professionnel, d'un usager contre lui-même. Ça, c'est très facile à chiffrer dans un établissement. Deuxièmement, des immobilisations sous contrainte. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça a diminué d'une année sur l'autre? Des recours aux chambres d'apaisement, des hospitalisations en psychiatrie, des exclusions d'usagers, des prescriptions de psychotropes, le fait d'augmenter ou de diminuer la dose à population constante avec les mêmes enfants, adolescents ou adultes, c'est un signe de la vie quotidienne et des tensions dans un établissement. Sur ces derniers points, des médicaments.
il est bon de rappeler que dans les recommandations de la HAS de 2012, il est écrit fort justement qu'aucun médicament ne soigne l'autisme ni n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché pour cette population. Enfin, la réflexion ou l'absence de réflexion par les professionnels sur chacun de ces incidents conduit à un autre indice de qualité. Donc, 7e indice, nombre et durée cumulée des réunions d'analyse des pratiques consacrées à tous ces incidents. Ça aussi, ça se chiffre très facilement. Ces marqueurs permettent d'évaluer dans le temps l'évaluation de la qualité de vie de nos enfants. Mais le bien-être au travail des professionnels qui passent une partie de leur vie dans ces établissements spécialisés ne devrait pas non plus nous laisser indifférents. Les professionnels heureux et motivés ont bien plus de chances de rendre heureux nos enfants. Et là, comme pour toute entreprise, il existe des indicateurs très simples. Par exemple, le turnover du personnel ou l'absentéisme. On voit bien là en ce moment comment une situation de crise se traduit par un turnover, par des démissions, etc. Ces indicateurs de qualité ou de dysfonctionnement pourraient sembler peu ambitieux. Ils donnent une idée du fonctionnement, du climat d'un établissement, mais ils ne mesurent pas les progrès ou les régressions de chaque individu. Il est vrai que l'évaluation des progrès individuels est beaucoup plus complexe. Je vais vous donner quelques exemples. L'acquisition de la propreté n'est pas toujours un progrès pour un autiste si la contrainte pour y parvenir a été trop forte et s'accompagne ensuite de troubles intestinaux chroniques, comme on en trouve chez beaucoup d'autistes. Autre exemple, l'acquisition de comportements sociaux, comme serrer la main des personnes qu'on rencontre, ne correspond à rien si ce geste n'est pas habité. Dans de nombreux foyers, on croise des personnes autistes qui vous tendent 10 fois de suite une main molle ou qui, à présent, tendent aussi la main à leurs parents, alors qu'auparavant, elles les embrassaient. Mais on les a dressés à tendre la main et à serrer la main à tous les gens qu'ils rencontrent. Autre exemple, l'inclusion sur un poste de travail dans une entreprise publique ou privée n'est pas forcément un progrès par rapport à un travail en ESAT si le travailleur ne peut s'y maintenir qu'en présence d'un indicateur qui fait lui-même l'essentiel du travail à sa place. Bon, comme on le voit souvent dans des exemples, dans des vidéos qu'on voit à la télé sur des intégrations prétendument réussies de personnes autistes dans le monde du travail. Bon, quelquefois ça marche et c'est très bien, mais il y a beaucoup de fois aussi où ça ne correspond pas à grand-chose. Cependant, afin de pouvoir mesurer si les usagers d'un établissement, d'une année à l'autre, ont globalement progressé, stagné ou régressé, il est indispensable que chacun d'entre eux passe au moins une fois par an un test reconnu internationalement, comme par exemple la Vineland. Cela permet également de donner une base objective à la rédaction des projets individualisés. Et cela nous donne un dernier indicateur de qualité, 10e indicateur, pourcentage des usagers de l'établissement qui, d'une année sur l'autre, ont progressé dans plus de 5% des items de ce test sans régresser dans les autres. L'avantage de ces 10 indicateurs est qu'ils reflètent des réalités de terrain, qu'ils sont simples et facilement quantifiables. Ils devraient, lors des évaluations internes, servir de support à la réflexion des équipes sur leurs pratiques et déboucher sur des propositions d'amélioration. On peut les compléter par 10 questions ouvertes qui permettent de mettre en évidence 10 critères de qualité supplémentaires. Question, comment sont mis en œuvre dans l'établissement 1. Le partenariat parent-professionnel. 2. Le travail en réseau. 3. L'ouverture vers le monde extérieur. 4. La préparation et la réalisation des transitions.
5. La prise en compte des particularités sensorielles des personnes autistes. 6. La prise en compte des compétences et des centres d'intérêt individuels de chacun des usagers. 7. La prise en compte des difficultés particulières de chacun d'entre eux. 8. La réflexion sur ce qui, dans le mode de fonctionnement de l'établissement, peut être source de stress ou au contraire d'apaisement pour les usagers et les professionnels. 9e indicateur, l'utilisation et la valorisation des compétences personnelles et de la créativité de chacun des membres du personnel. Et dernièrement, l'utilisation d'une pluralité d'approches tout en gardant une cohérence générale. Si on présente ces critères et ces marqueurs davantage comme des outils pour faire progresser globalement un établissement, et plutôt que d'outils de contrôle administratif, les établissements et les personnels pourraient s'en approprier et ainsi, dans une démarche collective, le constat concret des difficultés relevées conduirait à une recherche de qualité pour le plus grand bien de chacun. J'ajoute ici aujourd'hui un point que je n'avais pas développé au ministère, c'est qu'une fois que cette grille d'évaluation des établissements serait adoptée, il serait très facile de comparer les résultats des uns et des autres en fonction de leurs références théoriques. Et je suis persuadé qu'il deviendrait alors flagrant que la pédagogie de la carotte et du bâton est bien moins propice à l'épanouissement de nos enfants que la prise en compte de leurs souffrances psychiques et le respect de leur singularité. Bien, si vous avez des questions dans la salle. Patrick. Merci beaucoup pour ces 3 interventions. Je voulais juste amener un élément d'information. Il y a quelques jours est paru un livre qui s'appelle « Ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes ». Et je dois dire que Mireille, Philippe et Patrick ont écrit un témoignage dans ce livre. J'ajouterai aussi qu'il y a Françoise Rolux, qui est aussi la maman de Boris, et il y a bien sûr aussi la maman de Garance qui a participé, et il y a aussi un dénommé Simon Marie qui est autiste, qui a participé à cette aventure de ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes. Voilà, alors je voulais dire que je ne connais pas le fils de Mireille, mais je connais Boris, avec lequel j'ai passé quelques jours, et puis j'ai fait la rencontre de Garance, et je dois dire que, et j'ajouterai aussi le fils de Christine Gintz, je dois dire que j'étais frappé à quel point ils avaient une personnalité et à quel point justement le respect de leur singularité, le respect de leur désir faisait que c'était des êtres attachants et pas du tout dressés. Et je dois dire que ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait continuer dans ce champ. Je suppose que le fils de Mireille doit être du même acabit, mais je ne le connais pas. En tout cas, merci encore pour vos témoignages. C'est vraiment précieux ce que vous nous amenez. Et en plus, les 10 commandements que nous a amenés Patrick Sadoun sont aussi, je trouve, très fouillés, très pertinents. Et si on fait sauter le verrou idéologique, et il faut dire qu'il faudrait quand même qu'en France, on puisse garantir la démocratie sanitaire, d'une part, et que la haute administration de la santé fasse preuve d'un peu plus de neutralité et de devoir de réserve dans les domaines scientifiques. Ce serait pas mal. Après cette période qui, je l'avais dit avec un peu d'humour, on était dans le macartisme, la chasse aux sorcières psychanalystes,
et dans le Lysenko, c'est-à-dire la science d'État. Donc peut-être qu'on va passer dans les prochains mois, il va y avoir une réévaluation des pratiques et des recommandations de l'HAS. Et je suis particulièrement concerné parce que je défends la méthode des 3 I dont Patrick a parlé. Et c'est la première qui va être évaluée d'ailleurs. Et c'est un enjeu fondamental pour le futur de l'autisme, que ces évaluations qui sont de plus en plus interprétées par l'administration comme des procédures, pratiquement un code de procédure pénale auquel il faut se plier impérativement. Voilà. Oui. Merci Patrick. Patrick Sadou, Mireille Battu et Philippe. Merci pour vos interventions. Pour moi, c'est énorme ce que vous venez de dire, parce que moi, j'ai travaillé quand même plus de 30 ans auprès des autistes, dans les institutions, des tout petits nouveau-nés jusqu'aux adultes partant à la retraite. Et je voulais simplement vous dire ceci. Il y a pratiquement 20 ans maintenant, j'ai pris ma retraite à cause de ça. Ça veut dire que le président de l'association des familles qui gérait l'une des institutions dans laquelle je travaillais, où s'est passé tant de choses dont je pourrais parler et témoigner un peu, non pas à votre manière, mais pour compléter ce que vous dites, eh bien, à la fin donc de ma carrière, si je puis dire, mais j'avais encore la possibilité d'y rester, mais je ne suis pas resté 5 minutes de plus, le jour où ce président d'association de famille refuse que j'initie, avec tous mes collègues éducateurs, psychologues, etc., et psychothérapeutes divers, enfin bref, un colloque comme celui-ci sur l'autisme en institution. Tiens, et pourquoi? Parce que, docteur, me dit-il, ici nous n'avons pas d'autistes. Ah bon? Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça, c'est-à-dire des enfants et des adolescents qui, comme tous ceux que dont vous venez de parler, vos enfants, selon comment on les reçoit, comment on les accueille, comment on les accompagne, comment on les comprend, comment on les aime, tout simplement. Ils peuvent devenir soit de magnifiques sujets, je dis bien, je pèse mes mots, de magnifiques sujets, c'est-à-dire complètement installés dans une forme de citoyenneté. Je dis bien de citoyenneté. Et aussi de sexualité. Je dis bien de sexualité. Alors qu'à l'inverse, et je vais citer juste un tout petit exemple rigolo, vous comprendrez que, à l'inverse, celui que je vais appeler Sébastien, parvenu à ses 19-20 ans, passé donc en ATO, si ça vous parle, atelier thérapeutique occupationnel, après IME, n'est-ce pas? Un beau jour, quitte brusquement, à un mois de juin, l'ATO en question, l'atelier, ne laissant aucune trace derrière lui, vite, signalement, la fugue, etc. Et c'est la police qui le ramène, ou du moins qui demande à ce qu'on vienne le rechercher au poste, enfermé, etc. Eh bien, aussitôt on a crié, voyez-vous, les autistes dont vous dites que... C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs. On les retrouve au poste de police, violence, etc. Enfin, risque. Or, a posteriori, c'est-à-dire une fois revenu, écoutez bien, ce jeune homme, fils unique d'une maman célibataire divorcée, à l'approche de la fête des mères, voulait offrir une robe à sa maman. Et il avait, dans les pérégrinations que font tous ces jeunes en équipe, n'est-ce pas, observé, sans le dire à personne, un magasin, Ventilo pour ne pas le citer, qui faisait les plus belles robes blanches pour maman. Il entre dans ce magasin, mais autiste quand même. Il erre entre les robes,
sans pouvoir se décider. Ça inquiète la vendeuse qui, au final, appelle quelqu'un et c'est la police qui arrive et qui le charge et qui en fait un délinquant. Il voulait certainement attaquer la vendeuse ou voler des robes ou aller savoir quoi. Donc, c'est juste une petite anecdote, mais elle est hyper significative au milieu de 1000 autres. Comment on perçoit les choses et les hommes ou les femmes ou les jeunes hommes, les jeunes femmes. Et je pourrais dire, pour d'autres, des choses incroyables aussi, où on se trompe complètement, c'est-à-dire qu'en fait, on a peur. La peur mène le jeu. Je dis la peur et je suis gentil quand je dis ça. Parce qu'en fait, ce qui mène le jeu, c'est bien autre chose derrière. J'ose aller jusqu'à dire qu'il y a du clientélisme politicien. C'est-à-dire que les familles, pour y revenir, les familles sont très courtisées par ceux qui ont besoin de leur voix. Et vous savez que ça se chiffre par millions quand même. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais j'en pense pas moins. Je voudrais juste dire que dans le livre dont parle Patrick Landman, le témoignage de Simon Marie, l'autiste qui est intervenu, est tout à fait remarquable parce qu'il donne, du point de vue de l'intérieur, les choses qu'il perçoit. C'est un autiste de haut niveau, visiblement, comme on dit aujourd'hui. Et il y a d'autres témoignages comme ça, celui par exemple de Temple Grandin qui est célèbre, mais celui-ci est plus récent, plus actuel, plus français, et il donne beaucoup d'informations précises sur la façon de fonctionner d'un autiste, sur sa sensorialité, sur ce qu'il perçoit, ce qu'il angoisse, ce vers quoi il arrive à se contrôler, etc. C'est très très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Je vous le signale, et le livre est très remarquablement fait, mais le devant à Patrick, c'est pas une surprise. Merci Philippe pour la promotion de ce livre. Je rappelle. Bien. Autre intervention? Oui. Bon, déjà vous remercier parce que c'était, après tout ce qu'on a entendu ce matin, qui sont des interventions très intéressantes, mais ramener, moi je l'ai senti comme quelque chose de vivant. Quelque chose qui est du vécu, disons, moi je suis psychologue clinicien, je travaille avec des adultes, mais qui est de l'autre côté, on va dire, disons, des gens qui vivent avec ces enfants différents. Donc, simplement, je voulais faire une remarque sur votre anecdote qui m'a paru très intéressante de votre fille Garance qui arrive et qu'est-ce qu'elle fait? Disons, il n'y a pas les fleurs, il n'y a pas le jambon, il n'y a pas les parfums. Donc, mais ce qui me paraît essentiel, c'est qu'elle remarque des absences. Remarque des absences. Mais pour qu'une absence soit remarquée, il faut que quelqu'un le dise. Disons, on peut pas, disons, quand on remarque quelque chose qui est là, on peut la prendre. Une absence, on ne peut pas la prendre. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, je trouve, dans donner la parole, pas simplement aux enfants autistes, à l'autre. Comme vous l'avez dit aussi, disons, par rapport à l'anecdote de feu d'artifice, vous avez dit, il a fallu qu'il le demande. Donc, c'est-à-dire que parfois, disons, on oublie que cette parole vient signaler une absence, et que l'absence, c'est quelque chose, disons, de la même façon, on pourrait s'arrêter là, mais votre autre enfant qui faisait parler le peluche, non? Et donc, il dit, et lui ne parle pas. Mais le peluche non plus. Oui. Mais pourquoi il ne faisait pas parler Louis? Parce qu'il lui donnait la possibilité de répondre. Et voilà, c'est toute la différence. Justement, mais ce qui est intéressant, c'est que, disons, je trouve que dans cette parole, que parfois est court-circuitée, et c'est là le rôle, je crois, des cliniciens, hein, disons, avec les adultes, avec les gens qui n'ont pas d'autisme, c'est aussi aménager cet espace de parole. Disons, quelque chose qui puisse nous dire de l'absence. Et la dernière remarque, c'était sur ces mots que moi, je me interrogeais tout le temps, disons, inclusive, que c'est quelque chose, vous l'avez dit aussi, disons, qui est très glissant maintenant sur le langage inclusif, etc., que c'est justement le risque de gommer les différences. Et ce qui me venait en tête, c'est une question, mais je me la pose pour le poser à mes collègues qui travaillent avec moi, au Courtil, avec des enfants autistes, etc.
C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une différence entre inclusion et appartenance? Je vous dis pourquoi. Je donne la piste et après je... Parce qu'en mathématiques, disons, on peut parler d'appartenance quand on parle d'un élément. Un élément appartient à un ensemble. On parle d'inclusion quand on parle de deux ensembles. Donc parler d'inclusion, ça veut dire qu'on considère quelqu'un comme un ensemble plus complexe qu'un simple élément. Ça, c'était une piste, mais c'est plutôt pour continuer à réfléchir de mon côté. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci bien sûr à vous trois pour ces témoignages et ces propositions. Je pense qu'en plus, jouer le jeu de l'évaluation avec les critères que propose Patrick Sadoun me paraît extrêmement judicieux. Je voudrais quand même qu'on saisisse aussi qu'à travers ces questions du handicap, entre guillemets, c'est une question politique qui est en jeu. C'est pas qu'une question clinique ou de méthode adaptée. Je me souviens lorsque, à la suite de Basalia, on a supprimé toutes les institutions soignantes à la fin des années 70 en Italie. À cette époque-là, du coup, comme moi je travaillais à Bonneuil, on était plusieurs à être invités là-bas sans arrêt, parce que les enseignants étaient complètement perdus avec d'un seul coup 3 ou 4 enfants autistes ou psychotiques, enfin peu importe, dans leur classe. Ce qui est quand même venu dans la tête des enseignants italiens et des écoles, c'était comment modifier l'école pour les accueillir. Et Bonneuil a été la première institution à mettre en jeu la question de l'inclusion en 69. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, c'était la première, c'était un scandale, ils se sont fait attaquer par tous les psychiatres, etc., disant que... Mais l'inclusion dans l'esprit de Menouni, ça n'était pas adapter les enfants pour qu'ils aillent à l'extérieur, c'était aussi que les enfants allant à l'extérieur interrogent la normalité. Or, je trouve que dans le monde dans lequel nous sommes, par exemple, on n'a pas changé d'école. Les écoles anglaises, dans certains pays, il y a des écoles qui sont tout à fait, dont le système permet l'accueil beaucoup plus facilement d'enfants en difficulté. L'école française qui reste sur le modèle de l'instruction publique, c'est-à-dire c'est quand même ça la marchandise qui circule dans l'enceinte scolaire, vous savez, les enfants asilisés avec leur AVS dans la classe, dans la cour de récréation, et on ne saisit pas l'intérêt pour eux. Il y a véritablement, si ce n'est un intérêt économique de payer une AVS au SMIC qui permet, en laissant le reste du temps la gestion aux parents. Donc il y a vraiment un enjeu dans un monde de plus en plus normalisateur, avec une exigence normalisatrice extrême, parce que rien que le choix du terme d'handicapé, c'est presque un destin qui est scellé avec un terme comme celui-là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui devient très très compliqué. On l'a vu, un jeune patient autiste que j'ai suivi pendant très longtemps, qui allait mieux, il est rentré dans un ESAT, et puis les cadences de l'ESAT, pour des raisons économiques, ont augmenté. Voilà, et il n'a pas pu suivre, donc il est ressorti. Et heureusement, on lui a trouvé une place chez Starbucks. Ils sont très bien, ils sont très contents de lui. Mais donc il travaille dans un lieu véritable. Mais il y a un enjeu de comment. Et moi, je préfère le mot folie que le mot handicapé, parce que fou, ça vaut pour tout le monde d'une certaine façon. Comment ça interroge notre propre système de normes? Parce que quand même, qu'à un moment donné, on n'ait plus pensé qu'une technique de dressage pour chiens, parce que c'est ça là-bas, hein, c'est pas autre chose, une technique de pur dressage, pavlovienne, etc., puisse convenir à des enfants. Je rappelle, il faut le rappeler, qu'il y a quand même, en particulier, je pense au premier centre qui s'était ouvert en France, il y a 2 procès pour maltraitance. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais où les parents ont fait des procès pour maltraitance avec une violence absolument terrible. Comment c'est venu? Je veux dire, c'est un symptôme de notre civilisation et du monde dans lequel nous sommes, qu'une telle technique ait pu connaître une telle vogue à un moment donné. Donc il y a là quelque chose, je pense qu'il y a une dimension politique avec l'idée, moi je me souviens d'un congrès à l'UNESCO qui avait été fait sur François Dolto, où une personne du ministère de l'Éducation nationale était venue expliquer d'une part qu'il allait falloir que l'État s'intéresse à la part d'éducation qui échappait à l'État, qui était celle qui était donnée dans les familles. Donc il allait falloir s'y intéresser. Mais qu'en même temps, les familles pouvaient être un lieu où la scolarité pouvait être donnée, ou en tout cas pouvait accueillir, quitte à rémunérer des parents pour pouvoir garder chez eux des enfants en difficulté.
Donc on est quand même, il y a une question politique fondamentale qui n'est pas qu'une question d'orientation technique quant aux soins. Bien sûr, elle existe, mais cette question politique, elle est fondamentale. Et avec la reconduction aujourd'hui à travers l'autisme, où on a sur le devant des autistes de haut niveau, brillants, qui font des choses exceptionnelles, qui travaillent chez Disney, parce qu'ils peuvent travailler 12 heures de suite, comme a dit le patron de Disney, ils peuvent travailler 12 heures de suite sans lever la tête. Donc c'est formidable pour le studio Disney. Et puis d'un autre côté, ceux dont on parle plus, ceux qui sont cachés dans cette extension des diagnostics, et qui sont... on reçoit, Yorgos est le médecin de Bonneuil, on reçoit à Bonneuil des enfants, les parents n'ont pas trouvé de solution, en région parisienne, donc un lieu particulièrement bien équipé, n'ont pas trouvé de lieu pendant 6 ans, 7 ans. Ils ont frappé, c'est plus difficile que de rentrer dans une grande école. Hein, voilà. Et pour nous, à Bonneuil, aucune solution quand les enfants arrivent à la majorité. Hein. Bah écoutez, il y a la Belgique. Ah ben non, maintenant, on ne peut plus la Belgique parce que la Sécu ne rembourse plus. Il y a le Cantal. Voilà. Donc, il y a vraiment aussi une dimension politique. Vous voyez, bien sûr, il faut faire les évaluations, etc. Mais il faut peut-être se mobiliser un tout petit peu. Parce que vraiment, il y a une dimension grave qui dit quelque chose de la situation de notre lien social. Est-ce que je peux juste deux informations rapides là-dessus. La première, c'est que le Code de l'éducation a été modifié récemment avec la loi dite séparatisme. Et dorénavant, ce qui est indiqué, c'est que la scolarisation doit avoir lieu dans des établissements, ce qui n'était pas le cas avant. Et parce que, sinon, il faut une dérogation et une autorisation. Ce qui veut dire que ça n'est plus une liberté des familles, c'est une obligation de l'État. Mon analyse, elle est celle-là. Hein, et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a plutôt validé ça, à savoir que dorénavant, c'est la responsabilité de l'État de s'assurer de l'instruction de nos enfants. Bon. Alors, il y a récemment un jugement qui vient de tomber, parce qu'il y a eu Amélie Loquet, vous connaissez. C'était en 2019. En 2019, l'État est condamné parce que pour défaut de prise en charge d'une adulte dans un IME. Bon. Et ensuite, il y a eu le zéro sans solution pour essayer d'éviter que l'État soit de nouveau condamné. Et là, il y a un jugement qui vient de tomber concernant deux jeunes enfants jumelles, donc pour la scolarisation. Et ça, c'est nouveau. Donc, je pense qu'effectivement, faut se mobiliser parce que voilà, on peut pas admettre que des enfants et que des familles soient laissées dans des situations comme celle-là. C'est pas... Il y aurait tout un colloque à faire sur l'inclusion. Il y aurait énormément de choses à dire, et en particulier sur les exclus de l'inclusion. Sur les exclus de l'inclusion. Parce que combien d'heures, un enfant qui va à l'école, il va pour combien d'heures? Et ça, c'est important aussi. Et dans quelles conditions, voilà. Je pense qu'il y a des éléments. C'est pour ça que nous, on a fait le pari de ce collectif où vraiment, on veut être des interlocuteurs. Hein. Il ne faut pas non plus que la responsabilité collective incombe seulement aux parents. Ah non, non, bien sûr. Les parents, je vois quand des gosses de Bonneuil qui sortent de Bonneuil, elles créent des trucs, ceux qui font d'institutions, qui les créent, par exemple. C'est très bien, mais enfin, je trouve que c'est quand même ahurissant que ça repose en grande partie sur un financement des parents. Enfin, je veux dire, il y a une chose qui vient pas. Bien, oui, Jean-Michel. Je veux te demander, est-ce que tu as réfléchi par rapport à ce que tu as présenté, qui est très intéressant au niveau de l'évaluation, une autre stratégie que d'aller essayer de vendre ça à la HAS? Oui, une autre stratégie, ça pourrait être par exemple que les établissements dans lesquels vous travaillez mettent ça en pratique, voilà. Et le fassent connaître et expliquent si ça leur a été utile ou pas, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Parce que s'il y avait ne serait-ce qu'une dizaine d'établissements, et vous représentez ici plus de 10 établissements, jouer le jeu
de la mise en œuvre de ces critères-là, faisait une publication au bout d'un certain temps. Bon, alors il faut plusieurs années là-dessus, hein, parce que c'est sur plusieurs années qu'on peut mesurer comment une institution évolue ou pas. Bon, eh bien, ça pourrait être intéressant. Mais personnellement, je suis sûr que pour le personnel des établissements, réfléchir à ces choses-là, c'est-à-dire au bout d'un an, hein, au bout de 2 ans, dire, eh ben voilà, il y a eu davantage d'absentéisme, par exemple. D'où ça vient, hein? Bon, est-ce qu'il y a eu... Bon, alors, il peut y avoir des causes multiples, hein, mais n'empêche que ça permet de réfléchir. Pourquoi un tel est parti, pourquoi, etc. Bon. Ou bien pourquoi il y a eu... je ne sais pas pourquoi il y a eu une augmentation d'utilisation des tranquillisants globalement, hein, statistiquement, auprès de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Est-ce que, bon, parce que quand c'est sur 20, 30 personnes, ce n'est pas uniquement des cas individuels, c'est qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'établissement qui fait qu'ils ont été plus stressés, qu'il a fallu augmenter les doses, hein? Bon. C'est une question intéressante qui met au travail une institution. Bon, alors, il n'y aura pas forcément une réponse unique. Mais ça suppose, oui, ça suppose que ces espaces de discussion soient présents dans l'institution. Bien sûr. Si vous allez au CMP, par exemple, disons, je travaille dans un centre médico-psychologique, disons, les espaces, vous avez appelé, disons, analyse pratique, mais ça pourrait être supervision, ça pourrait être d'autres choses, réflexion clinique. Ces espaces, disons, on était absolument gommés, disons, dans le sens de dire que, disons, on va vous dire si maintenant c'est un administrateur qui gère ça, disons, vous avez 15 professionnels pendant 1 heure qui ne cochent pas d'acte. Donc, c'est-à-dire que les choses reviennent à un critère, bien sûr, qui est purement administratif. Qu'est-ce que vous faites? 5 infirmiers, 3 éducateurs, 3 psychologues et un psychiatre, à 1 heure à parler de... c'est central, hein? Mais c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe dans l'institution? Pourquoi il y a des gens qui sont en arrêt maladie, etc. Mais ces espaces n'existent pas parce que les gens sont derrière un ordinateur. C'est pour dire de l'autre côté, disons que l'administration il a pris un poids où on trouve encore de petits espaces si on se bat, mais que ce qui vient, c'est de dire non, mais écoutez, vous ne pouvez pas avoir 15 professionnels, disons, je dis concrètement comme ça, à réfléchir sur pourquoi l'absentéisme. Disons, je ne dis pas que ce ne soit pas essentiel, mais je dis quel est l'autre côté dans une institution. Il faut que ces espaces puissent exister. Peut-être que c'est ça aussi notre responsabilité. Oui, mais il y a une obligation légale d'évaluation externe et interne pour tout établissement. Bon. Alors le problème, c'est que cette évaluation, c'est des fichiers à remplir, c'est un truc épouvantable sur le plan administratif, donc c'est très chronophage. Hein, mais je pense que ce serait possible de négocier avec une administration à titre expérimental, hein, de prendre d'autres critères d'évaluation interne, hein, et d'utiliser le temps prévu et les sommes prévues aussi pour ces évaluations internes dans un projet expérimental avec autre chose. Parce que ça coûte un fric fou, ces évaluations. Hein, on fait appel à des organismes extérieurs qui ont repéré le marché, hein, et qui savent l'exploiter, qui souvent ne connaissent même pas le milieu, hein, mais qui appliquent des critères formels valables quelle que soit l'institution. Bon. Avec ce budget-là, hein, en négociant bien avec les financeurs, il doit y avoir moyen de leur dire, vous nous laissez cette somme-là, on l'utilise en heures de concertation et on vous produit une évaluation à partir de ces critères-là, de ces 10 marqueurs fixes et de 10 questions ouvertes sur le fonctionnement de notre établissement. Et on vous fournit un rapport écrit auquel auront participé l'ensemble du personnel. Et on verra, est-ce que vous jouez le jeu ou pas? Bon. Mais il faut encore que les établissements jouent ce jeu-là. Sinon, vous vous taperez encore pendant 50 ans des évaluations internes et externes qui sont pénibles au possible et qui ne servent pas à grand-chose. Alors, à ce moment-là, il faut faire ce que tu dis. Pour repartir sur des établissements volontaires. Bien sûr, bien sûr. Mais il y en a suffisamment, hein, aux endroits où vous travaillez tous. Bon, mais il faut le faire, il faut jouer le jeu. Sauf que
c'est plus facile d'avoir des catalogues comme ça qu'on a l'habitude de remplir que de réfléchir sur des questions comme ça qui mettent davantage en cause, parce que ça questionne, de vous dire pourquoi est-ce que dans l'établissement que je dirige, il y a eu un tel turnover du personnel depuis 2 ans. Ça remet en cause beaucoup de choses. Alors que de cocher si vous avez bien répondu aux critères financiers, si votre budget était bien équilibré, etc., ça ne remet pas grand-chose en cause. Donc c'est pour ça aussi que les résistances, c'est facile de rejeter les résistances sur le dos des administrations ou des pouvoirs publics. Mais là, ça ne dépend pas des administrations, ça dépend de vous. Et c'est votre capacité aussi à prendre le risque d'une véritable évaluation qui est en jeu ici. Il y avait ces questions-là qui ont été posées. Et en fait, la solution qui avait été trouvée, qui au départ nous avait étonnés, c'était qu'effectivement, il y avait un coach qui s'occupait des directions. Parce que c'était là qu'effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'était là qu'il y avait un blocage. Mais ça a fonctionné. Bon. Et de l'autre côté, au niveau des indicateurs, c'est sûr qu'ils existent. Parce qu'il y avait beaucoup de médecins du travail qui suivaient ce diplôme universitaire. Et ils pouvaient suivre, effectivement, en voyant simplement les personnes du personnel une fois par an, comment une situation s'aggravait à travers les pathologies qui déclenchaient. Des petites pathologies au début, puis des choses qui s'aggravaient. Donc c'est vraiment une très très bonne idée, c'est très très concret ce que tu proposes, et il faut arriver à le faire. Mais à mon avis, ce que fait la HAS, je ne sais pas si ça a changé, mais habituellement, ils vont regarder si les prises de courant sont à la bonne hauteur, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, on a eu une présentation il y a 2 ans, où ils avaient monté une chambre d'isolement, entre guillemets, bon, et simplement ils avaient oublié de mettre un téléphone ou quelque chose pour appeler à l'extérieur. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Et le truc c'était très joli. Mais voilà, ce sont des choses... Il faut rentrer dans la réalité. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, parce que j'ai l'impression quand même que c'est des choses qu'on partage, à savoir que il y a des êtres vivants qui fonctionnent, et qui peuvent fonctionner tout à fait bien, à partir du moment où, effectivement, on comprend aussi les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur un changement, etc., et ils sont simplement accompagnés avec tout ça. Bon, voilà, enfin bon, c'est... Il y avait une personne là. Pardon. Oui, mais ça allait dans le même sens. Je voulais vous remercier pour le travail. Oui. Pardon. Ça fait rien. Je coupe la parole à qui, du coup ? Oui, Patrick Salladoun, je voulais vous demander, parce que vous avez précisé donc, que ces indices ou critères seraient proposés à des établissements en fait, qui accueillent les mêmes personnes tout au long de l'année, parce que donc, c'est quelque chose de plus mesurable, une évolution d'une année sur l'autre avec les mêmes patients. Du coup, vous ne l'avez pas proposé pour les hôpitaux psychiatriques, je suppose, mais... En même temps, la façon dont vous pensez la qualité de l'établissement ou de l'hôpital du côté des patients, c'est évident que si la fréquence du recours à l'isolement, à la contention, la surmédication, enfin, si toutes ces choses-là étaient mesurées dans la qualité, ça suffit pas à faire d'un hôpital un lieu de soins, juste qu'il ne maltraite pas les gens, mais ce serait un bon début. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'élargir un peu cette question ou pas, aux hôpitaux, et donc là où les patients changent d'année en année, et où par ailleurs, parce que ma crainte un peu, c'est que on arrive bien tard là. C'est-à-dire que si on avait fait ça il y a 20 ans, vous voyez, c'est-à-dire que là maintenant, d'année en année, le turnover aura augmenté. Enfin, on est plutôt dans l'évolution négative, et du coup, bon, c'est peut-être trop tard pour le mettre en place. Mais est-ce que vous y avez pensé déjà pour les hôpitaux ? Alors, c'est particulièrement facile dans des établissements pour autistes, en particulier pour les autistes adultes, où il y a 20, 30, 40, 50 ans, et où il y a très peu de changements de résidents, parce que quand une famille a une place, elle la garde. Donc, sauf en cas de décès d'un résident, il n'y a pas de changement, c'est les mêmes tout le temps. Donc, c'est très facile de mesurer d'une année sur l'autre qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution. Bon, dans un hôpital psychiatrique, c'est plus compliqué,
parce que, à part les patients chroniques qui restent sur plusieurs années, les autres ne restent pas aussi longtemps. Ils restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça tourne quand même beaucoup plus. Donc, ces critères-là, suivant les patients qui vont être admis dans l'hôpital au cours de l'année, si c'est des cas particulièrement difficiles ou relativement légers, ça change complètement là. Bon, il faudrait le faire à ce moment-là dans un hôpital psychiatrique par rapport aux patients chronicisés qui sont là depuis très longtemps. Bon, mais par rapport aux autres, par rapport à tous ceux qui tournent, c'est trop compliqué. Enfin, je ne pense pas que ça puisse être... Oui. Et on cherche des indicateurs de ce climat. Oui. Et ça, la population sur un secteur, ou d'un secteur à l'autre, bon voilà, alors il y aura peut-être des gens pour dire oui, mais là c'est une banlieue difficile, donc forcément, je sais pas quoi, mais bon, c'est sans doute impossible. Je le regrette. Oui, non, mais on peut y réfléchir. Hein, on peut y réfléchir. Et puis ce qui est intéressant, c'est pas seulement le chiffre qu'on va voir à la fin. C'est ce que ça va déclencher comme réflexion. Hein? Je pense qu'il y a d'une part les questions ouvertes qui sont de plus en plus importantes à mon avis parce que il faut vraiment que ça s'inscrive dans des jeux multi-acteurs, hein, c'est-à-dire où il y a des usagers qui interviennent, des pères aidants, enfin il y a tout ce système-là. Et en plus, il y a une évolution vers ce qu'on appelle le grand tournant domiciliaire, qui est que de plus en plus, on va aller proposer que les gens restent chez eux et qu'ils aient des soins. Donc, l'hôpital va être de moins en moins un lieu où vous restez longtemps. Hein, on cherche à ce que ça soit le plus court possible. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question de comment on adapte cette réflexion et je suis d'accord, hein, à des lieux qui vont être des lieux plus de passage, où il y aura moins de traçabilité, entre guillemets, possible. Alors que l'enjeu, il est là, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Il y avait une question encore là-bas. Oui, c'était pour vous remercier pour le travail de chercher des outils d'évaluation, et notamment j'y vois quelque chose, bon, un double avantage, à la fois c'est pour le bien-être des enfants, des jeunes, mais à la fois ce que je trouve très novateur, enfin, en tout cas ça fait longtemps qu'on ne le voit pas, c'est que ça prend soin des professionnalités, et que ça permet à chacun de se professionnaliser là où il est, et en ça, c'est vertueux de remettre au centre l'analyse des pratiques, etc., et de responsabiliser les professionnels. Or, il se trouve que du point de vue de la HAS, les critères d'évaluation sont à rebours de ça. C'est des cotations aliénantes et qui vident de sens petit à petit une partie du travail. Donc là, il y a un mouvement particulier que vous faites dans cette... Enfin, c'est un outil intéressant à ce titre-là. Par contre, sur la méthode pour essayer de le faire adopter, à ma connaissance, il y a des outils qui existent. Par exemple, moi je travaille en psychiatrie adulte, la COP 13 existe, chacun peut être volontaire de l'utiliser ou pas, mais ça a été fait en sous-marin, de façon invisible. Il y a des résultats, on voit des choses, c'est intéressant. Mais je me demande si dans certains cas, là, ce que je comprends, c'est qu'à l'HAS, ça n'a pas abouti. Et je me demande dans quelle mesure, par rapport à des grandes institutions comme ça d'État, toquer uniquement à la porte de l'HAS quand ce n'est pas suffisant, est-ce que parfois il ne faut pas toquer à la porte du défenseur des droits en reformulant différemment, c'est-à-dire que quand le service n'assume pas, ce sont les mères et les parents, vous le savez bien, qui assument, quand il y en a. Et là, il y a une démission de l'État de ces missions que vous voyez bien. Je pense que vous êtes très bien placé pour le constater. Et à ce titre-là, je me demande dans quelle mesure le défenseur de droit ne peut pas être invité quand l'HAS a des orientations qu'on peut questionner et peut-être obtenir, avec cette autre porte-là, au moins que ce soit évalué dans une sphère limitée, mais au moins obtenir ça. Voilà, c'était ma question. Je vous remercie. Oui, alors je vais répondre quand même.
les recommandations là, auxquelles j'ai été invité à participer de la HAS, ça concernait l'évaluation de tous les établissements et services médico-sociaux. Bon. Alors c'est pour ça aussi que les critères que je proposais sont quand même très centrés sur l'autisme. Bon, à la limite, il faudrait reproposer ça dans les futures recommandations pour enfants et adolescents autistes qui doivent avoir lieu. Mais pour le moment, on n'a pas été invité à y participer. Bon. Et c'est pour ça qu'à mon avis, plutôt que le défenseur des droits, je pense que le mieux, ce serait de mettre en pratique dans les établissements et de faire des publications là-dessus. Bon. Parce que c'est bon. D'autant plus que dans ces recommandations, elles devraient être acceptables par tout le monde, qu'on soit pour l'ABA, qu'on soit pour n'importe quelle méthode. Chaque parent a envie que son enfant soit bien traité et a envie d'avoir des garanties que ça se passe bien dans l'établissement. Parce que c'est une angoisse terrible quand même pour les parents de savoir ce qui se passe avec son enfant une fois qu'on l'a laissé et qu'il va rester 1 semaine ou 2 semaines et quelquefois plus et qu'on vient rechercher après, en plus quand il ne parle pas. Hein. Il y a des fois des choses terribles qui se passent dans les établissements. Il y a quelquefois de la maltraitance, il y a quelquefois des viols aussi dans des établissements. Bon, j'ai eu des échos d'un cas pareil il n'y a pas longtemps. Bon, donc le souci de la bientraitance de ces enfants, bon, ou de ses parents qui sont en EHPAD, ou de n'importe quelle personne qu'on confie à une institution, c'est un souci pour n'importe quel autre humain, pas seulement les parents d'enfants autistes. Hein. Donc mettre au point des critères d'évaluation de la qualité qui soient des critères simples, bon, qui permettent aussi au personnel de réfléchir sur ce qu'ils font, de réfléchir sur leurs pratiques et d'essayer d'améliorer la situation, parce qu'en même temps, c'est leur intérêt que ça fonctionne bien. Quand un établissement fonctionne mal, les retours de bâton pour le personnel sont terribles. Donc tout le monde a intérêt que ça se passe bien. Bon, quand vous me dites que c'est bien qu'on songe au personnel, à la qualité au travail des personnels, c'est pas par altruisme, c'est par égoïsme, c'est parce que je sais que c'est important que le personnel soit content de faire ce qu'ils font et soit bien avec nos enfants. S'ils sont pas bien, eh ben, ils peuvent pas être bien traitants. Et, bon, et puis, c'est important qu'ils puissent s'investir dans leur travail. Pour qu'ils puissent s'investir dans leur travail, il faut qu'ils aient une liberté de créativité. Si on ne leur laisse pas cette liberté-là, ils sont dans la routine. Et la routine avec des autistes, c'est terrible parce que justement, c'est leur penchant naturel. Donc il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils puissent créer des choses avec eux. Oui, il y a quelqu'un en haut. Non, moi j'avais... Oui, 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 il y avait Patrick. Oui, juste 2 mots à propos des médicaments. Je sais que par exemple, que beaucoup d'enfants qui suivent la méthode ABA sont médiqués pour pouvoir supporter, je dirais, ces méthodes intensives et extrêmement, parfois, contraignantes. Il y en a beaucoup qui sont médiqués, ça c'est jamais dit, mais énormément d'enfants qui sont dans des institutions où on pratique à 100% la méthode ABA. J'ai eu des échos comme quoi il y avait des médications importantes parfois pour leur permettre de supporter. Donc ça fait partie aussi de la qualité, je dirais, de la prise en charge que ces questions. Alors à propos des médicaments, je sais que dans l'institution dont Dominique, mon épouse, est médecin directeur, ils ont fait une petite étude sur l'impact d'un travail institutionnel sur les troubles du comportement et sur les passages à l'acte, en quoi ce travail permettait de diminuer les doses de médicaments, les prescriptions. Ils ont fait ça à un niveau, je dirais, artisanal, mais sur un certain nombre d'adolescents, et c'est lumineux. C'est-à-dire que le travail institutionnel, on pourrait appeler ça une forme de psychothérapie institutionnelle, est très efficace pour diminuer les prescriptions médicamenteuses. Alors, c'était évidemment des enfants étiquetés psychotiques, mais il y avait des autistes aussi dans ceux qui ont été inclus Il faudrait reprendre cette étude et éventuellement l'étendre à un niveau supérieur. Enfin, dernier point, je veux dire qu'il faut que, quand on veut amener des nouveaux indicateurs avec des méthodes d'évaluation, il faut malheureusement que ce soit validé internationalement.
Sinon, c'est considéré comme des indicateurs maison et ça n'a pas le niveau scientifique exigé par ce type de... Mais moi, je trouve que ce que tu proposes est absolument essentiel et que je pense qu'il faudrait d'emblée qu'il y ait déjà un certain nombre d'institutions qui prennent le risque, effectivement, de mettre en place cette étude, absolument, pour que ça bouge. Comment il faut que vous voyez, on va arrêter. On nous a... Est-ce que c'est possible d'ajouter, si vous avez une question, peut-être... Oui, c'était juste c'est par rapport au mot inclusion. C'est que très souvent, on voudrait inclure les personnes autistes dans notre monde, mais il me semble que nous devrions faire l'effort aussi de nous d'aller dans ce monde. Absolument. Par exemple, dans le langage, on les force, on voudrait, et c'est là où notre défi s'écrase, on voudrait qu'ils parlent dans le langage pictographique, mais ils sont très souvent très à l'aise dans le langage figuratif. Voilà. C'est juste cette réflexion, non, d'aller aussi dans le monde. Je vous remercie. Donc, l'information, il y a une clé de voiture qui a été refusée. C'est une bonne voiture, une Mercedes. Une clé. Qui se dénonce.